Salut, bienvenue pour une nouvelle update lecture. La luminosité a dû changer, enfin je dis changer parce que moi j'ai tourné le précédent update lecture il y a à peu près 10 minutes, tu vois. Mais entre temps il s'est mis à pleuvoir et puis ça s'est arrêté et puis enfin, bref, la luminosité c'est le bordel. Donc je suis désolée et je n'ai pas le choix, on va faire avec. Et cette update lecture est la suite directe du précédent, c'est-à-dire que c'est les livres que j'ai lus sur le week-end d'Amil aussi, comme le Eragon et le Animaux Fantastiques que j'ai présenté à la fin du précédent update lecture. Du coup, bah, on y va, c'est parti. Et le premier, c'est Le Premier Sang de Cédric Cyr. Oui, c'est ça, il a changé l'ordre dans lequel il écrit son nom maintenant. Bref, donc c'est la suite de Fièvre et de Sang, je crois que c'est ça le titre. En fait, je me suis toute seule donné envie de lire ce livre. J'ai parlé du tome 1 dans mes meilleures lectures de 2019 parce que j'ai adoré le tome 1, vraiment c'était trop cool. Et quand j'ai monté le bilan 2019, je me suis dit putain mais il faut que je lise la suite là tout de suite maintenant, sauf qu'évidemment je ne l'avais pas. Et j'ai beau avoir dit que je n'achetais rien en janvier, j'ai quand même acheté ce livre-là, et dès qu'il est arrivé, je l'ai commencé. Voilà, donc j'ai acheté un livre que j'ai lu direct. Pour l'histoire, alors il n'est pas vraiment nécessaire d'avoir lu le tome 1 pour comprendre ce tome 2, les histoires sont assez différentes, sauf qu'il y a une révélation qu'on a à la fin du tome 1, et c'est le point de départ ici. Du coup, c'est un peu dommage si vous n'avez pas lu le tome 1, parce que vous allez vous auto-spoiler. En gros, si vous comptez un jour lire le tome 1, tant qu'à faire, commencez par le tome 1. Bref, alors pour poser le contexte, ça va être un peu compliqué. On y suit principalement Eva Zwarta, qui est un commandant de la police de Paris, et c'est pas marqué, mais je crois que c'est Alexandre Vauver, qui est un lieutenant de la police de Toulouse. C'est les deux mêmes qu'on a suivis dans le tome 1, qui sont, voilà, dans le tome 1, ils s'étaient rencontrés parce qu'ils avaient une enquête en commun et tout, bref. Et ici, ça va être le même cas. Et en fait, le point de départ, au tout début du livre, Eva est en train d'enquêter toute seule dans son coin, illégalement. Enfin, c'est juste qu'elle n'a pas l'autorisation pour enquêter là-dessus, donc elle enquête en secret là-dessus, tu vois. Elle mène son enquête par rapport à la découverte qu'elle a fait à la fin du tome 1. Donc voilà, elle fait son enquête à part toute seule comme ça va être une partie de l'histoire, donc c'est mieux d'avoir eu la révélation à la fin du tome 1. Et son collègue qui s'appelle Erwan, c'est ça, débarque dans son bureau et lui dit je suis sûre qu'il va y avoir une espèce d'échange de drogue avec un gros dealer qui essaie d'attraper depuis des mois. Ce soir, là, maintenant, tout de suite, vas-y, viens, on y va. Donc ils y vont, dans une espèce de quartier mal famé et tout, sinon c'est pas drôle. Et à partir de là, ça va partir en live complet. Ils vont se mettre à. Enfin, ils vont retrouver un corps et puis ils vont se retrouver embarqués dans une espèce d'enquête criminelle. Alors, âme sensible, s'abstenir parce que j'ai pas lu énormément de thrillers, mais dans tous les thrillers que j'ai lus, j'ai majoritairement lu des thrillers assez trash, avec notamment des scènes d'autopsie. Pour moi, les scènes d'autopsie, c'est une des scènes les plus difficiles à lire. Bizarrement, je trouve la scène du meurtre en lui-même plus facile à lire que la scène de l'autopsie, parce que la scène de l'autopsie, c'est vraiment... bref. Et ici, on a des autopsies vraiment, vraiment très, très difficiles à lire. Pour vous donner un ordre d'idée, même les personnages qui sont flics depuis plus de 10 ans sont à la limite de gerber pendant l'autopsie. Eux, ils ont l'odeur, un truc et tout ce que vous voulez, mais voilà, à lire, c'est vraiment, vraiment pas facile. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir. Et donc voilà, ils vont enquêter là-dessus, essayer de savoir c'est quoi ce délire, c'est quoi ce bordel. On est sur des gens qui se font tuer, mais pas que. C'est-à-dire que le meurtrier a en plus pris quelques trucs dans leur corps, rajouté quelques trucs qui n'ont rien à foutre là. Enfin, c'est un délire absolument dégueulasse. Et voilà, on enquête là-dessus. Et comme je l'ai dit, on va y avoir un lien avec l'enquêteur de Toulouse. Et ils vont enquêter ensemble de nouveau. C'est une grosse brique. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant que peut-être qu'il y a des longueurs, mais j'aime tellement l'écriture de Cédric Cyr que c'est pas grave. J'aime tellement le lire et j'aime tellement sa manière d'écrire, sa plume, quoi, que ça me dérange pas. Vraiment, il peut écrire des livres de 1000 pages s'il veut, ça ne me dérange pas. J'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, mais évidemment, je ne l'ai pas. Et donc, moi, je l'ai lu courant janvier et je l'ai fini sur le week-end d'Amil, comme j'ai dit. C'est pile poil la bonne période pour le lire. Alors, oui, je sais, au moment où sort cette année de lecture, janvier et l'hiver, c'est loin. Mais ça se passe du 20 au 23 janvier. Et en gros, on est sous la neige du début à la fin. Il neige tout le temps, il y a de la neige partout, il fait froid, enfin bref. Voilà, c'est parfait pour... Donc c'était pas prévu à la base de mon Cold Winter, mais du coup il s'est parfaitement intégré dans mon Cold Winter. Et si vous avez jamais lu sur Cédric, que les thrillers un peu trash avec quand même une bonne dose de fantastique,
ça vous dérange pas, bah foncez, vraiment c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai lu La communauté du Sud, le tome 2, Disparition à Dallas de Charlotte Harris. J'ai bien aimé, donc c'est la saga de livres dont elle est adaptée True Blood, comme c'est écrit partout, voilà. Donc on y suit Sookie, et ici, dans ce tome 2, Sookie et Bill, donc le vampire, sont envoyés à Dallas, comme le titre l'indique, pour aider les vampires de là-bas, parce qu'il y a des disparitions, des trucs et tout, et donc avec son don, pour rappel, Sookie lit dans les pensées des gens, en gros, on l'envoie là-bas pour qu'elle lise dans les pensées des humains et qu'elle puisse aider les vampires, sauf qu'évidemment, ça va pas être très simple, et ça va pas se passer exactement comme prévu. J'ai bien aimé, franchement ça se lit très bien, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la saga, les 2 premiers tomes que j'ai lus, quoi, vraiment je trouve ça très cool. J'ai vu des similitudes avec la série. Le problème, c'est que mon visionnage de la série date de plusieurs années maintenant, donc je suis capable de voir qu'il y a des éléments qui se recoupent et qui sont les mêmes, il y a des personnages qu'on retrouve et tout, mais notamment une espèce de secte du soleil absolument dégueulasse qui est dans le livre et qui est dans la série, je le sais, mais je peux pas vous dire dans les détails si c'est parfaitement bien adapté, s'il y a des libertés qui sont prises dans la série. En gros, pour l'instant, les éléments qui sont dans le livre ont été repris dans la série. Dans quel ordre, et je sais pas, franchement je sais pas à quel point c'est bien adapté. On voit que c'est adapté. Maintenant, je peux pas vous dire si c'est parfaitement bien adapté, si c'est hyper fidèle ou pas, j'en sais strictement rien. Mais j'aime beaucoup. Pour l'instant, très clairement, je préfère les livres à la série télé. Donc voilà, c'est très cool. J'aime beaucoup cette série. Je sais qu'elle date et qu'elle est très vieille, mais ça fait des années que je voulais la lire et que j'avais jamais sauté le pas. Donc si vous êtes comme moi, essayez, enfin au moins essayez le premier tome, ça ne vous engage pas à grand chose en vrai. Au pire, si vous êtes du genre à pas abandonner les livres, bah vous lirez le tome 1 jusqu'au bout, mais vous lirez pas la suite, quoi. Bon, ça n'engage pas à grand chose non plus. Bref, j'aime beaucoup cette saga, je vais la continuer, c'est sûr. Et en vrai, j'ai hâte de la continuer. Ouais. Et j'écoute The Man de Taylor Swift en lisant cette saga. Ensuite, histoire d'avoir des pages faciles sur le week-end à 1000, j'ai lu Le meilleur des brumes de Robert Kondo et 10 Tsutsumi. Donc c'est un tome 1 d'une saga de BD, album, je sais pas trop. Bref, on y rencontre un petit garçon. Alors, enfin, un petit garçon. C'est pas un petit garçon, c'est des. Voilà, là, que vous allez mieux voir, c'est des espèces de hippopotame, on a un vague renard et un petit cochon. Vous voyez. Et donc nous on suit principalement un petit cochon qui est un... En fait son père s'est barré, en gros il l'a abandonné, il l'a formé avant, puis il s'est barré, il l'a laissé tout seul. Et lui il a la charge de empêcher la brume d'envahir le village. C'est une espèce de brume toxique que si jamais elle vient, tout le monde y meurt, tu vois. Donc il a la charge d'empêcher la brume d'envahir le village, tout simplement, je viens de le dire, je le répète. Et dans son quotidien, personne ne l'aime, hein, parce qu'il est un peu à part, il est un peu dans son monde, et les gens ne voyaient pas vraiment l'intérêt du truc en fait. Ça fait tellement longtemps qu'il empêche la brume de venir dans le village que les gens ne se rappellent plus d'à quel point c'est dangereux si la brume vient, et donc ils sont même pas reconnaissants envers lui. Il se moque un peu de lui, il est un peu tout seul, vraiment, voilà. Et donc voilà, on va le suivre dans son combat contre la brume, comment il fait, comment il s'en sort avec ses amis. J'ai bien aimé, franchement, c'était très cool, c'est très mignon. Parfois, ça fait un peu flipper. Enfin, un peu flipper. J'ai vu que c'était censé faire peur aux enfants, mais moi, j'ai pas vraiment eu peur. Hein. Bref. Clairement, je vais bien la suite parce que c'était vraiment cool. Je sais pas. Puis en plus, franchement, 16,50 pour un livre illustré comme ça et tout, je trouve pas ça abusé. Voilà. Je trouve que ça va. Il y a des grands formats qui sont bien plus chers que ça. Alors qu'en vrai, niveau illustration et édition, on n'a pas des masses de trucs. Voilà, je vous montre quelques images. Je suis pas sûre de ce que vous voyez, mais je vous montre quelques images quand même. Voilà, je connaissais pas du tout avant de le recevoir dans la cube, mais dans la cube, n'importe quoi, dans le calendrier de l'Avent, Once Upon a Book. Mais franchement, j'ai bien aimé, c'était très cool. Et je pense qu'en 2020, définitivement, je vais essayer de me pencher un peu plus sur tout ce qui va être comics, BD, manga. Manga, je suis pas sûre à 100%, mais BD et comics, pourquoi pas. Franchement, c'était très cool, j'ai bien aimé. Et si vous connaissiez pas, je vous recommande. Pour les enfants, c'est très mignon, c'est très cool. Et en tant qu'adulte, c'est vachement bien aussi. Et on termine avec Le Nécromancien, le tome 4 des Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, écrit par
Michael Scott. J'ai été un peu déçue par ce tome-là. Pour rappel, on suit Sophie et Josh qui sont jumeaux et qui vont découvrir qu'ils ont un don particulier, une espèce de pouvoir magique et trucs et tout, qui vont être formés à la magie pour combattre les méchants et tout, et qui vont faire tout ça avec Pernel et Nicolas Flamel. Et en fait, dans ce tome, enfin, dans tous les tomes, on suit plusieurs groupes de personnages, enfin plusieurs personnages, sauf que dans ce tome-là en particulier, tous les personnages qu'on a découverts au fil des 3 premiers tomes sont séparés les uns des autres. Ils sont par petits groupes de 2-3 par-ci par-là, dans des villes différentes, parfois dans des mondes différents, des mondes parallèles, des trucs et tout, à des temporalités différentes, et du coup, c'est un peu compliqué de tout suivre en même temps. J'adore les chapitres courts, mais alors là, avec autant de points de vue différents, faire des chapitres de 3-4 pages, c'est vraiment très compliqué au niveau de la lecture parce que le temps que tu te rappelles avec qui tu es, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, hop, le chapitre il est fini. Donc c'est vraiment très compliqué à lire, enfin j'ai trouvé ça vraiment assez compliqué. Euh, Après je pense qu'on est à la limite, c'est-à-dire que un point de vue de plus et j'aurais été complètement larguée, mais là ça passe encore. J'espère que dans le tome suivant, il y a au moins certains groupes qui vont se rassembler parce que sinon je vais être complètement larguée. Mais bon, ça reste une très bonne saga, on sent que c'est hyper bien maîtrisé et à la fin on a des notes de l'auteur qui nous expliquent comment il a... En fait il avait une idée de base, il n'a pas écrit tout de suite, il a attendu plusieurs années pour que les éléments se mettent ensemble et s'associent pour former une espèce de puzzle, vous voyez. Et donc à la fin, avec les notes, il t'explique comment il en est venu à ça, comment il a choisi tel lieu, tel lieu. Par exemple, on a l'île d'Alcatraz, près de San Francisco, qui est très très importante dans le livre. Et à la fin de ce tome-là en particulier, il t'explique pourquoi il a choisi ce lieu-là, pourquoi c'est important pour lui, pourquoi il l'a mis, pourquoi cette île-là, pourquoi avec ces espèces de... Enfin, elle a toute une histoire, cette île, pourquoi elle s'appelle comme ça aussi. Moi j'ai appris ça avec ce livre-là, je ne savais même pas que ça venait de là. Bref, pour moi Alcatraz c'est la prison, point. Alors que sur l'île il y a eu bien plus de choses que juste la prison quoi. La prison c'est une toute petite partie de l'histoire de l'île, il y a bien plus que ça. Et voilà, on a aussi pas mal d'éléments historiques comme ça et je trouve ça vraiment très intéressant, très cool. On sent que c'est maîtrisé, on sent que ça part pas dans tous les sens. Même si t'en as l'impression, c'est vraiment voulu et vraiment maîtrisé par l'auteur. Du coup, c'est aussi pour ça que, même si on a plein de points de vue et que ça peut être un peu perdant, si j'ose dire, ça va. En vrai, ça va parce que l'auteur maîtrise tout et c'est très très cool. Pareil que la communauté du Sud. Je vais lire la suite très très prochainement, surtout que celle-ci est dans mes sagas à finir en 2020. Donc voilà, je vais avancer dedans et je vous en reparlerai dans un futur, des lectures, je sais pas quand. Mais voilà, j'aime bien cette saga, c'est vraiment très très cool. On est dans une saga young adulte, innovante. C'est un truc que j'avais jamais vu nulle part ailleurs, dans aucun livre de fantastique young adulte. Et on est dans un livre où on prend pas les ados pour des débiles. Et c'est très très cool, vraiment. Et j'écoute Chainsaw de Nick Jonas en lisant cette saga. Et je l'aime beaucoup. Vivre près de la mer, c'est très très cool. Il y a près de 10 minutes, c'était tout gris et il pleuvait. Et maintenant, c'est tout bleu. Au top! Bref, mon lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt!